Cela n'aura été qu'un éclair, une brèche minuscule dans le temps, 47 secondes, pas une de plus mais suffisamment puissante pour ébranler les fondations du pouvoir en France de manière irréversible. À l'instant précis où Marine Le Pen clôturait son plan magistral armé de cette assurance hautaine, qu'elle porte comme une seconde peau, elle fixait Sébastien Lecornu avec l'arrogance nonchalante de celle qui croit déjà avoir gagné. Dans son esprit, le scénario était clair, le jeune Premier ministre de 39 ans allait baisser les yeux, bredouiller quelques mots mal choisis, peut-être même se noyer dans une excuse balbutiée, exposé vulnérable, humilié devant l'Assemblée entière. Pourtant, contre toute attente, Lecornu s'est levé lentement comme s'il contrôlait chaque fraction de seconde, et ce qu'il a dit ensuite a suspendu le souffle de toute la salle dans un silence d'outre-tombe. Ce n'était pas un simple accrochage verbal comme on en voit à l'appel chaque semaine entre bancs opposés, ni une de ces passes d'armes rhétoriques qui rythment la vie du palais Bourbon. Non, ce fut un moment charnière, un basculement historique, l'instant précis où un visage nouveau a brisé le carcan de l'ancien ordre établi et a révélé sans détour ni tremblement que la domination sans partage du Rassemblement national sur le Parlement français vivait là ses toutes dernières secondes. Paris, 15 janvier 2026, hémicycle de l'Assemblée nationale. Pour Marine Le Pen, grande prêtresse incontestée du Rassemblement national, la scène s'annonçait une fois de plus comme un récital parfaitement maîtrisé de suprématie parlementaire. Depuis ce fameux raz-de-marée électoral de juin 2022, elle avait-elle un stratège d'échec avancé pièce par pièce sur l'échiquier politique jusqu'à s'imposer comme l'arbitre incontournable de toute opposition digne de ce nom. Chaque projet de loi significatif, chaque décision clé du gouvernement devait impérativement passer sous le regard scrutateur et souvent condescendant de celle qui détenait le pouvoir de dire oui-non ou rien du tout, ce qui revenait parfois au même. Les premiers ministres qui se succédaient n'avaient d'autre choix que de marcher sur des œufs, de lui parler à voix basse, de faire des courbettes politiques interminables, allant jusqu'à s'auto-flageller sur la place publique pour espérer grappiller son appui ou, à défaut, une indifférence calculée. 7 jours avant le vote de confiance tant redouté, loin des caméras et des micros indiscrets, une réunion classée ultra confidentielle s'était tenue tard dans la nuit au cœur du 8e arrondissement de Paris, dans le QG discret mais redoutablement efficace du Rassemblement national. Installé avec un confort manifeste dans son vaste bureau orné de clichés soigneusement encadrés, retraçant les grandes heures de sa carrière politique, Marine Le Pen trônait au centre de la pièce comme un général au sommet de sa forteresse. À ses côtés, un cercle restreint de fidèles, ses stratèges les plus aguerris, ses conseillers les plus sûrs, ceux qui avaient traversé avec elle les tempêtes politiques sans jamais flancher. Parmi eux, Jordan Bardella, visage juvénile du parti mais désormais incontournable, était bien présent tout comme plusieurs figures intellectuelles du mouvement connu pour leur flair politique redoutable. Tous s'étaient réunis avec une concentration glaciale, décortiquant chaque variable du contexte politique avec la rigueur d'un état-major en train de planifier une opération décisive. Ce n'était pas un simple briefing, c'était l'anticipation stratégique d'un affrontement majeur, une veille de bataille où chaque détail pouvait faire basculer l'issue. Ce Lecornu, c'est un caillou dans notre chaussure, et pas un petit, lança Marine Le Pen d'un ton sec, les yeux rivés sur une mosaïque de courbes colorées et de chiffres inquiétants qui s'étalaient sur la grande table ovale. Les derniers sondages soigneusement analysés montraient une tendance qu'elle jugeait de plus en plus préoccupante. Ce garçon transpire une assurance insolente, bien trop à l'aise pour un néophyte politique à peine sorti des bancs ministériels. Et la presse, elle le couvre de fleurs. On dirait que les médias lui déroulent le tapis rouge. Pire encore, les Français commencent vraiment à l'aimer, et ça c'est un signal d'alarme. Elle marqua une pause avant de planter son regard dans celui de ses stratèges. On doit lui rappeler sans tarder qui tient les clés de la Maison France, et surtout lui faire comprendre très vite que le véritable pouvoir ne s'attrape pas dans les journaux, mais se conquiert dans les coulisses. Cette nuit-là, dans l'ombre des murs feutrés du QG, s'est échafaudé un plan d'apparence limpide, presque désarmant par sa simplicité, mais conçu pour frapper avec une précision chirurgicale.
L'opération soigneusement calée sur le calendrier du vote de confiance, lié au budget 2026, avait un seul objectif, replacer sous les projecteurs le jeune Premier ministre à l'endroit exact qu'il n'aurait jamais dû quitter, tout en bas de la hiérarchie politique française. Pour y parvenir, Marine Le Pen comptait déployer l'arsenal complet de son savoir-faire parlementaire, forgé à la sueur des joutes et des commissions, mobiliser ses alliances internationales patiemment nouées comme un réseau diplomatique parallèle et surtout capitaliser sur l'autorité redoutable qu'elle avait bâtie pierre après pierre au fil des décennies. En face d'elle, un homme de 39 ans à peine fraîchement propulsé de l'univers feutré du ministère des Armées où il jonglait avec les contrats militaires et les réunions OTAN, bien loin du tumulte brutal de l'arène parlementaire. Et ce jeune technocrate allait, pensait-elle, apprendre à ses dépens la différence entre diriger une administration et survivre à l'Assemblée nationale. Le plan était clair comme de l'eau de roche, l'exposer, le briser, le réduire au silence, en pleine lumière devant toutes les caméras nationales. Un démontage en règle calculée au millimètre sans la moindre trace de clémence. L'objectif ? Envoyer un message limpide à toute la sphère politico-parisienne sans le feu vert, même silencieux, du Rassemblement national. Aucun exécutif ne tiendra la route bien longtemps dans ce pays. Avec son assurance habituelle, Marine Le Pen détaillait la stratégie à ses fidèles, un sourire en coin et les bras croisés comme une maîtresse d'école face à une classe turbulente, seul le corps nu. Un petit nouveau à peine débarqué dans l'arène, il croit encore que la politique, c'est comme la défense bien rangée, bien codifiée. Moi, je siège ici depuis juin et je pourrais réciter chaque alinéa du règlement les yeux fermés. Je connais les failles de ce vieux théâtre institutionnel mieux que quiconque. Il va vite apprendre qui donne vraiment le tempo dans cet hémicycle. Dans son esprit, il ne faisait aucun doute le spectacle allait se terminer sous ses applaudissements. Durant de longues années, sans la moindre exception, chaque chef de gouvernement français finissait tôt ou tard par frapper discrètement à la porte de Marine Le Pen, bien avant qu'un vote crucial ne pointe le bout de son nez. Tous venaient chercher avec une prudence presque religieuse cette validation silencieuse, cette onction politique qui scellait ou non la viabilité de leur projet. Édouard Philippe avait dû marcher sur des œufs pour ménager la chef du RN sur des dossiers explosifs. Jean Castex, plus actif, s'était lancé dans une chasse au compromis avec l'acharnement d'un diplomate en mission impossible. Quant à Elisabeth Borne, elle avait tenté l'impensable, l'ignorer royalement. Résultat, une débâcle en bonne et due forme. Et Gabriel Attal, lui, n'avait pas tardé à plier sous la pression, cédant sur plusieurs points stratégiques majeurs. En réalité, tous ces premiers ministres, quel que soit leur tempérament ou leur étiquette politique, avaient fini par respecter scrupuleusement le manuel officieux, rédigé sans plume, mais avec autorité par le Rassemblement national au fil des ans. Mais c'est là que Marine Le Pen a trébuché lourdement. Une erreur de jugement colossale, une faute de calcul stratégique aussi flagrante qu'irréparable, qui allait lui coûter politiquement bien plus qu'elle ne l'imaginait. Elle n'avait pas vu venir ce qu'elle aurait dû détecter. Dès les premières semaines, Sébastien Lecornu n'était en rien comparable au précédent locataire de Matignon, qu'elle avait si souvent réduit au silence ou plié à ses exigences. Ce nouveau Premier ministre, nommé à la surprise générale en septembre, avait discrètement mais méthodiquement disséqué la mécanique parlementaire du Rassemblement national. Et s'il semblait inquiet, c'était d'un calme d'observateur militaire aguerri du genre, à passer au crible chaque mouvement adverse, avec la froide précision d'un stratège formé au jeu de guerre de haut niveau. Rien dans ses gestes n'était improvisé, tout chez lui relevait d'un calcul réfléchi. Et c'est précisément ce que Marine Le Pen n'avait pas anticipé. Elle n'avait pas affaire à un politicien classique, mais à un tacticien. Avec une lucidité presque dérangeante, Sébastien Lecornu observait la mécanique bien huilée de Marine Le Pen, cette manière obstinée et systématique qu'elle avait de vouloir imposer seule contre tous ses propres conditions aux autres groupes parlementaires. Il voyait clairement comment elle tordait les rouages du pouvoir à son avantage, instrumentalisant son expérience et son influence avec une précision chirurgicale pour asphyxier une à une les propositions concurrentes. L'Assemblée nationale. Elle l'occupait comme on occupe un territoire conquis, l'érigeant en château fort personnel où seuls ses ordres faisaient foi.
Mais voilà, face à cette mainmise arrogante, Lecornu, ce calme stratège au sang-froid d'acier, entraîné aux plans de défense les plus sophistiqués, avait tranché. Le temps était venu, selon lui, de faire sauter les verrous du vieux jeu politique et de réécrire une bonne fois pour toutes les règles imposées par l'habitude et la peur. Mais il existait un secret bien gardé que même les oreilles les plus proches du pouvoir n'avaient pas capté. Ni les fidèles lieutenants d'Emmanuel Macron, nichés dans les antichambres feutrées de l'Élysée, ni les hauts fonctionnaires tapis dans les couloirs calmes, mais stratégiques de Matignon le soir exact du 9 septembre 2020, jour de la nomination officielle de Sébastien Lecornu. Pas un mot n'avait filtré vers son cabinet à peine en gestation, ni vers les conseillers élyséens habitués à remonter la moindre rumeur présidentielle. Car cette fois, dans l'ombre la plus totale, 3 silhouettes opérant loin des projecteurs quasi invisibles pour l'opinion publique, mais d'une efficacité redoutable dans l'appareil institutionnel, avaient discrètement pris les rênes d'une préparation politique qui allait tout changer. La première pièce maîtresse de cette équipe de l'ombre s'appelait Claire Dubois. Âgée de 52 ans, cette vétérane du labyrinthe législatif avait passé plus d'une décennie et demie à naviguer en coulisses, là où le vrai pouvoir s'exerce loin des caméras. Au fil du temps, elle avait mémorisé chaque recoin du règlement du palais Bourbon, chaque subtilité procédurale, chaque interstice exploitable dans l'architecture institutionnelle française. Ce soir-là, en déposant sur la table un épais dossier préparé avec une minutie redoutable, elle s'adressa à Sébastien Lecornu avec le calme d'une stratège sûre de ses cartes. « Monsieur le Premier ministre », dit-elle d'une voix posée, « Marine Le Pen possède une faiblesse structurelle dont elle n'a même pas conscience. Elle croit dur comme fer que le nombre de sièges, l'ancienneté en débat et la présence médiatique suffisent pour asseoir son autorité. Mais ce qu'elle oublie, c'est que les règles, ces mêmes règles qu'elle pense dominer, peuvent se retourner contre elle si on sait comment les manier. » Le second membre du trio n'était autre que Thomas Mercier, 45 ans, ancien grand reporter politique, au flair redoutable, reconverti en expert des communications de crise, après avoir passé une décennie entière à documenter l'ascension du Front National, puis la métamorphose du parti en Rassemblement National pour le journal L'EM. C'était un fin connaisseur de leur mécanique, un observateur aguerri des coups médiatiques, bien huilé. Ce soir-là, d'un ton aussi calme que glaçant, il avait lancé son avertissement au Premier ministre « Monsieur Lecornu, préparez-vous. Elle ne vous laissera aucune ouverture. » Sa méthode est toujours la même avec les nouveaux visages, une embuscade verbale montée comme une pièce de théâtre avec caméra braquée, effet de manche et provocation subtile. Elle vous pousse à réagir sous l'émotion, puis recycle chacune de vos paroles pour vous crucifier pendant des semaines dans les médias. Le dernier membre du quatuor n'était nul autre que le professeur Jean-Marc Fontaine, 67 ans éminent expert de la VE République et mémoire vivante des arcanes institutionnels français. Cette nuit-là, dans une atmosphère presque monacale, tous les 4 avaient planché sans relâche jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Il était 6 heures pile lorsque Claire Dubois, les yeux cernés mais l'esprit vif, proposa une manœuvre aussi audacieuse qu'inattendue. Lecornu, après un instant de silence, esquissa un sourire mi-fataliste, mi-déterminé. « C'est un pari dangereux. Si ça tourne mal, ma carrière y passe. » Mercier imperturbable leva un sourcil. « Et si ça marche ?» La réponse du Premier ministre tomba comme une promesse murmurée dans la pénombre. Alors Marine Le Pen découvrira qu'elle n'a plus le monopole du jeu. Ce 15 janvier 2026, l'Assemblée nationale débordait d'effervescence. L'hémicycle rempli jusqu'au dernier siège vibrait d'anticipation. À l'entrée, Marine Le Pen fit son apparition escortée par son cercle rapproché, telle une chef de clan sûre de son effet. L'assurance collée à la peau, elle avançait comme si le décor lui appartenait. À 15h30 précise, la session s'ouvrit. Sans attendre, Le Pen demanda la parole. Elle gravit lentement les marches jusqu'à la tribune, le pas ferme, la posture impeccable. « Mesdames et messieurs les députés », lança-t-elle d'un ton solennel, « je me réjouis que nous ayons aujourd'hui l'occasion d'échanger sur ce que sera la France de demain. » Son regard se figea alors sur Lecornu froid comme une lame. Notre pays traverse une zone de turbulence-inflation qui galope chômage qui s'enracine, sentiment d'insécurité qui grandit.
Et dans ce contexte tendu que fait Emmanuel Macron, il nous parachute un nouveau Premier ministre, jeune sans réelle expérience, fraîchement débauché du ministère des Armées. Monsieur Lecornu sait parfaitement passer commande de Rafale, ça oui. Mais diriger un pays, ce n'est pas feuilleter un catalogue d'armement, lança Marine d'un ton faussement didactique en poursuivant méthodiquement la mise en place de son piège politique. Gouverner, c'est mesurer les douleurs du quotidien, pas signer des contrats d'achat. Puis d'un geste ample, elle désigna le budget à l'ordre du jour. Ce projet budgétaire, une œuvre de technocrates bricolée dans les bureaux aseptisés de Bercy par des diplômés hors sol qui n'ont jamais vu un hôpital débordé ou une usine à l'agonie. Chaque tirade déclenchait une salve d'applaudissements dans les rangs du RN comme un orchestre bien réglé. Et ce qui manque cruellement dans ce texte, la France, tout simplement. Les Français, et ce qu'on appelle chez nous la priorité nationale. Et là, avec un calme glacial, elle a glissé vers les attaques plus personnelles. Monsieur le Premier ministre, nul ne doute de votre loyauté, surtout envers Emmanuel Macron. Mais quand la fidélité à un homme commence à frôler la trahison à l'égard d'une nation entière, il y a problème. L'hémicycle suspendu à ses lèvres s'est figé. Vous avez été certes un gestionnaire compétent à la défense, mais diriger un gouvernement, c'est un autre monde. Il ne s'agit plus de valider des budgets militaires, mais de tenir tête aux injonctions de Bruxelles et de faire passer la France avant tout. Et c'est à ce moment précis que la mécanique du piège s'est enclenchée. D'un geste théâtral soigneusement calculé, Marine Le Pen a brandi une feuille blanche. « Monsieur le Premier ministre », lança-t-elle d'un ton tranchant, « j'ai ici quelques questions élémentaires. Rien de complexe, juste des interrogations que n'importe quel citoyen lambda pourrait vous poser dans la rue. Si vous êtes incapable d'y répondre, alors permettez-moi de douter sérieusement de votre légitimité à diriger ce pays. » Un silence glacé s'est abattu sur l'hémicycle. Même les députés de la majorité d'ordinaire, si prompts à réagir, restaient figés comme pétrifiés. « Commençons doucement une question toute bête », lança Marine en articulant lentement chaque syllabe, comme si elle dégustait un bon vin. « Dites-moi, monsieur le Premier ministre, quel est le prix exact d'une baguette en France aujourd'hui ?» Silence. Lecornu ne broncha pas. Son visage impassible restait de marbre. Il ne se précipita pas pour répondre, et pour cause, il avait tout de suite reconnu la nature insidieuse de la question, finement pensée pour piéger pas, pour informer. Deuxième interrogation tout aussi basique. Pouvez-vous me dire, monsieur le Premier ministre, quel est le salaire mensuel moyen d'une infirmière travaillant dans un hôpital public en France? Cette fois, Marine affichait un sourire sans détour. Elle le sentait presque viscéralement, la victoire était à portée de voix. Troisième point capital, combien de migrants en situation irrégulière ont franchi illégalement nos frontières au cours de l'année écoulée? La série de questions continuait implacable chirurgicale. Chaque nouvelle salve semblait savamment calibrée pour une seule mission, révéler en pleine lumière à quel point Lecornu paraissait déconnecté de la vie concrète des Français. Quatrième question. Tenez-vous bien combien d'exploitants agricoles ont été contraints de mettre la clé sous la porte en 2025 à cause des règles imposées par Bruxelles? Et cinquième point, quel est, sans les filtres statistiques bien commodes, le vrai taux de chômage dans les zones dites sensibles? À la fin de chaque question, Marine dardait un regard glacial mêlant provocation et dédain en direction de Lecornu. Puis d'un geste ample digne d'une actrice tragique, elle se tourna vers l'Assemblée tout entière. « Vous le constatez vous-même, chers collègues », lança-t-elle avec emphase. « Ce Premier ministre fraîchement nommé est incapable de répondre à ces questions. On ne peut plus élémentaire, tout simplement parce qu'il ignore profondément la France véritable, celle qui encaisse la douleur en silence chaque jour. Il maîtrise sur le bout des doigts les fauteuils moelleux de Matignon, les dorures feutrées de l'Élysée, les petits fours bien calibrés des réceptions de l'OTAN à Bruxelles. Mais la France qui peine celle qui se lève tôt, qui serre les dents et qui encaisse celle-là, lui est totalement étrangère. Le guet-apens était désormais scellé, verrouillé à double tour. Car s'il se risquait à répondre, Lecornu s'exposait à des vérifications impitoyables, à des critiques immédiates, chaque mot disséqué dans les moindres détails. S'il osait se taire, il offrait sur un plateau la preuve éclatante de son décalage avec le pays réel. Et s'il parlait chaque mot,
serait un risque calculé, un faux pas potentiel, un piège magistral fermé de toutes parts, sans échappatoire digne de ce nom. Et c'est à cet instant précis que Marine Le Pen sortit son joker avec l'assurance glaciale de celle qui se sait en position de force. Voilà ma proposition pleine de bon sens et d'ouverture, lança-t-elle faussement conciliante. Reportons sagement ce vote de confiance de quelques semaines. Offrons à M. Lecornu le temps de découvrir la France la vraie, qu'il aille toucher du doigt la réalité dans nos hôpitaux débordés, nos exploitations agricoles en détresse, nos usines désertées. Et le jour où il connaîtra enfin ce pays qu'il prétend diriger ce jour-là, nous voterons. C'était plus qu'une simple attaque, c'était un camouflet en pleine lumière, une leçon de choses administrée devant la nation tout entière. Dans le fond, Marine Le Pen venait tout bonnement de suggérer que le chef du gouvernement devait retourner sur les bancs de l'école. Et pour couronner le tout, elle avait haussé le ton comme pour enfoncer le clou. S'il rejette cette proposition pourtant empreinte de bon sens, alors notre groupe votera sans hésitation contre son budget et nous expliquerons clairement aux Français pourquoi il est inconcevable de soutenir un gouvernement mené par quelqu'un qui ne les comprend même pas. En regagnant son siège, elle arborait un sourire rayonnant, celui de l'actrice qui vient de livrer une performance parfaitement millimétrée. Tout s'était déroulé comme sur le papier. Elle s'attendait au classique numéro excuse, confuse, geste d'ouverture. Sauf que cette fois, le scénario allait prendre un virage inattendu. Il se redressa avec une lenteur presque chorégraphiée, comme si chaque geste avait été prémédité depuis des semaines. Pas une once de panique, aucune trace d'agitation sur son visage. Sébastien Lecornu avait l'allure d'un homme qui venait enfin de rencontrer le moment qu'il avait patiemment attendu. « Madame Le Pen !» lança-t-il d'une voix étonnamment posée mais étrangement tranchante. « Merci pour cette intervention fascinante. » Il y avait dans son intonation une nuance subtile qui, sans qu'elle ne puisse l'expliquer, fit raidir Le Pen sur le champ. Avançant vers le micro avec une détermination silencieuse, Lecornu planta son regard dans celui de son adversaire. Et à cet instant, quelque chose bascula. « Je vous remercie, Madame Le Pen, de nous rafraîchir la mémoire sur votre si respectable longévité politique. Oui, vous siégez depuis maintenant 7 ans dans cet hémicycle, 7 ans d'existence parlementaire. » Un silence tendu enveloppait la salle. « Alors, si vous le permettez, examinons ensemble les résultats concrets de ce parcours. En 7 années de présence, combien de lois concrètement avez-vous réussi à faire adopter ? Je vais épargner à l'Assemblée le suspense 3. 3 textes mineurs. Le chiffre claqua comme un fouet. Et vos amendements, vous en avez proposé 267. Sur le terrain, plus de 60% ont été balayés sans appel. Le Pen tentait de couper la parole, mais Lecornu imperturbable poursuivit. Vous évoquez l'expérience comme argument d'autorité. Mais l'expérience sans impact, c'est du vent. Et vos performances, elles sont tristement sans éclat. Quelques murmures nerveux s'élevaient parmi les bancs. Élu du Pas-de-Calais, n'est-ce pas? Dites-moi combien de fois vous y êtes retourné l'an passé 12. Une fois par mois. Quelle régularité exemplaire vraiment. Bravo. L'ironie cinglait comme une gifle bien placée. Vous m'interrogez sur le coup d'une baguette, très bien. Mais à mon tour, quand avez-vous franchi la porte d'une boulangerie pour en acheter une sans que 3 caméras vous suivant de près? La dernière fois, c'était quand? Le teint de Marine Le Pen avait pris une nuance de craie. Vous évoquez la déconnexion intéressant. Résidant dans un appartement de 200 mètres carrés dans le très chic 16e arrondissement, habitué aux wagons de première classe, fidèle aux tables étoilées, et vous osez parler de lien avec le peuple, chaque mot claquait comme une gifle bien préparée. Feuilletons donc ensemble votre agenda de 2025, voulez-vous? Seulement 23 départements visités sur les 100. Moi, j'en ai foulé 67 en l'espace de 2 années. Les faits étaient foudroyants. Ah, les agriculteurs, vous les mentionnez souvent. Et concrètement, combien de jours avez-vous passé sur le terrain dans les fermes en 2025, 0? De mon côté, 12 jours bottes aux pieds dans des exploitations bien réelles. Ya! Vous parlez des infirmières curieux car votre formation politique a sans sourciller voté contre l'augmentation de leur salaire.
D'un coup, les applaudissements des députés RN se sont éteints comme une flamme qu'on souffle. Et venons-en à votre grande idée, celle de m'envoyer en stage d'immersion nationale pendant quelques semaines. Laissez-moi vous répondre sans détour, c'est non. Le mot claqua comme une gifle en plein hémicycle. Non, car pendant que vous peaufinez vos numéros de théâtre, il y a des citoyens qui attendent des décisions concrètes. Des hôpitaux à bout de souffle, des écoles délabrées. Non, parce que ma mission n'est pas de distraire, mais d'agir. Je ne suis pas ici pour jouer un rôle, je suis ici pour gouverner. Le contraste sautait aux yeux. Ce budget, ce n'est pas un simple bout de papier griffonné en vitesse, c'est le fruit de mois entiers de travail, d'heures interminables, de discussions avec les acteurs de terrain. Et devinez ce qu'il contient. Des hausses de salaire pour nos soignants, un soutien renforcé pour nos agriculteurs, des moyens concrets pour assurer la sécurité. Tout, absolument tout, venait contrecarrer les propos de Le Pen. Mais bien sûr, vous vous êtes bien gardé de le dire, parce que ça ne rentre pas dans votre mise en scène permanente. Et quand la réalité dérange votre discours, vous la contournez. Ou pire, vous la déformez. Bref, vous trompez. L'attaque était frontale, le message limpide. Voilà ce qui va se passer sans détour ni délai. Ce vote ne sera pas repoussé. Il aura lieu ici, même aujourd'hui, à cet instant. La voix était calme, mais l'acier y transparaissait. Vous aurez à vous prononcer. Si vous jugez ce budget néfaste, alors votez contre en pleine conscience et assumez-le jusqu'au bout. Le gant venait d'être jeté. Mais si votre rejet n'est motivé que par une volonté de semer le chaos, alors les Français vous verront tels que vous êtes réellement. L'avertissement claquait comme une gifle. Ils comprendront que vous n'êtes pas là pour améliorer quoi que ce soit. Vous n'êtes pas une force de proposition, mais une machine à dire non, à détruire, jamais à construire. Vous voulez que je vous dise ce qui nous sépare fondamentalement, vous et moi? Vous vous instrumentalisez la détresse des Français pour empiler des voix dans les urnes. Moi, je veux l'éradiquer, cette détresse, parce que je sais exactement ce que c'est. La rupture était nette, implacable. Moi, je suis un fils de Rouen, un gamin d'ouvrier à l'usine auto. Ma mère, elle faisait les nuits dans un hôpital public. On vivait à Troyes dans 60 km². Et si j'ai pu faire des études, c'est uniquement grâce aux bourses de l'État républicain. Son parcours personnel avait cette sincérité rare qui désarme. Je ne suis pas l'enfant d'une lignée politique. Aucun siège ne m'a été offert en héritage. Je n'ai jamais grandi dans les salons feutrés et dorés du 16e arrondissement. Tout ce que j'ai bâti, je l'ai gagné à force de labeur, pas en portant un nom de famille comme passeport. La différence avec l'univers Le Pen sautait aux yeux nus et tranchante. Et c'est alors qu'est tombée cette phrase, celle qui allait bouleverser la scène entière et redessiner les cartes pour de bon. Le Cornu s'immobilisa comme figé dans le temps. Il inspira profondément, leva les yeux avec une précision chirurgicale, planta son regard sans la moindre hésitation dans celui de Marine Le Pen, puis laissa tomber mot après mot une phrase qui figea littéralement l'hémicycle entier dans un silence glacé. « Madame Le Pen, cela fait 3 décennies que vous promettez avec gravité de sauver la France. Et pourtant, au bout du compte, la seule chose que vous ayez réellement protégée, c'est votre trajectoire personnelle bâtie méthodiquement sur l'exploitation de la peur et l'art du mensonge. » Un silence glacial s'abattit aussitôt dense et lourd, presque tangible. On aurait juré qu'un souffle n'aurait pas osé traverser l'hémicycle. Marine Le Pen, figée sur son siège, avait l'allure d'une statue antique figée dans le marbre de sa propre stupéfaction. Son visage impassible en surface laissait néanmoins transparaître dans le regard une onde de stupeur et une défaite qu'aucun mot ne pouvait masquer. Autour d'elle, les députés du RN semblaient figés, suspendus, incapables de produire la moindre réaction. Mais Le Cornu, lui, ne montrait aucun répit. Il avançait encore implacable, sans détourner les yeux. Allez-vous un jour cesser de vous servir de la France comme tremplin pour vos ambitions et commencer enfin à la servir vraiment? La question lancée comme un verdict sans appel flotta dans l'hémicycle avec le poids d'une gifle politique en pleine lumière. Pour la première fois depuis des décennies de vie publique, Marine Le Pen resta muette, figée, désemparée. Aucune répartie, aucune posture rhétorique toute faite ne lui venait. Le président de séance tenta maladroitement de briser la tension.
Monsieur le Premier ministre, c'est tout pour moi. Je demande qu'on passe au vote immédiatement. C'était un mouvement d'une précision chirurgicale. Le cadre légal impeccable. Article 49, alinéa 3 de notre Constitution. J'en fais usage solennellement, déclara-t-il. Depuis les tribunes, Claire Dubois affichait un sourire éclatant. Le scénario se déroulait exactement comme il l'avait minutieusement orchestré. Le vote fut lancé. 3 longues minutes d'attente tendue. Quand les chiffres s'affichèrent enfin sur l'écran géant, 220 pour 200 contre. Mais la véritable onde de choc n'était pas là. Ce furent les 50 députés du Rassemblement national qui, à la stupéfaction générale, avaient choisi l'abstention. 50 élus qui, pour la toute première fois dans l'histoire du parti, avaient osé désobéir à leur figure de proue. Une fracture silencieuse venait de naître. Marine Le Pen restait figée, le regard rivé à l'écran, comme si elle refusait de croire ce qu'elle voyait. Ce n'était pas qu'un simple revers parlementaire, c'était un camouflet personnel d'une rare intensité, une entaille nette dans l'autorité jusque-là incontestée qu'elle exerçait sur son mouvement. Pendant ce temps, Lecornu se leva sans hâte, salua sobrement l'hémicycle d'un discret mouvement de tête, puis quitta la salle. Aucun geste de victoire, aucun mot de trop. Seulement la retenue élégante d'un homme qui venait d'accomplir exactement ce pourquoi il avait été nommé. Les couloirs du palais Bourbon se transformèrent en véritables ruches. Les micros tendus fusaient de toutes parts. Monsieur le Premier ministre, un mot sur ce moment historique. Ce n'est pas une victoire pour moi. C'est une marque de confiance. Le plus dur reste à faire. En l'espace de quelques heures à peine, l'explosion médiatique fut totale. Les plateformes sociales s'embrasèrent. Le duel Lecornu contre Le Pen trônait déjà en tête des tendances. Les extraits vidéo du face-à-face tournaient en boucle cumulant des millions de vues. Pendant ce temps, au sein du RN, c'était la débandade. Une tempête interne. Marine Le Pen s'était retranchée dans son bureau porte close, silence radio. L'unique pensée qui lui martelait l'esprit comme une ritournelle obsédante, c'est 50 députés. 50 abstentions, 50 fissures béantes dans l'édifice de son autorité jusque-là incontestée. Et dès l'aube suivante, la presse s'était mise au diapason avec une rare unanimité. À la une du Figaro, Lecornu inflige une défaite cinglante à Le Pen. Libération frappait encore plus fort. Le Premier ministre démonte pièce par pièce la mécanique RN. Le Monde, quant à lui, saluait l'émergence d'un nouveau mode opératoire redoutablement efficace face aux discours populistes. Au fil des semaines, les retombées de cet affrontement sont devenues impossibles à ignorer. Marine Le Pen, jadis intouchable, voyait son aura s'effriter une chute vertigineuse de 6 points dans tous les sondages. Son image de chef inébranlable s'était visiblement fissurée. À l'inverse, Lecornu lui avait conquis bien plus qu'un vote, une stature. Dans les réunions ministérielles, les regards avaient changé, et même les plus coriaces de ses opposants avaient du bon gré mal gré lui accorder une chose, le respect. Mais l'impact le plus marquant s'inscrivait dans la durée. Des années durant, les formations traditionnelles avaient reculé tétanisées à l'idée d'affronter le RN de front. Lecornu lui venait de démontrer avec éclat qu'on pouvait neutraliser le populisme, non pas par des slogans, mais par la combinaison explosive des faits vérifiables et d'une fermeté assumée. Très vite, d'autres responsables politiques se mirent à calquer cette approche. La méthode Lecornu de simple tactique audacieuse glissait peu à peu vers le statut de véritable doctrine politique reconnue. En avril 2026, Marine Le Pen tenta avec une énergie désespérée de reprendre l'avantage. Elle organisa un rassemblement spectaculaire à Lyon galvanisant 8000 partisans en furie. « Ce Premier ministre pense pouvoir nous ridiculiser », lança-t-elle enflammée. La foule électrisée hurlait en cadence « Démission, démission !» Mais c'est là que Lecornu frappa fort, par son silence. Pas un mot, pas une réponse. Une stratégie aussi glaciale qu'efficace. Madame Le Pen peut bien multiplier les déclarations tonitruantes. Moi, je suis au service des Français. Les querelles inutiles. Très peu pour moi. Ce mépris calme fit l'effet d'un uppercut.
Être royalement ignoré, voilà une torture bien plus cruelle que d'être frontalement attaqué. Et c'est exactement ce que subissait Marine Le Pen. Elle enchaînait les sorties médiatiques agressives, espérant une réaction, une étincelle, un duel. En vain. Inlassablement, Lecornu opposait la même réponse sèche et implacable « Je bosse !» Plus elle s'acharnait, plus elle donnait l'image d'une figure accrochée au passé, figée dans une obsession que lui visiblement avait déjà laissée derrière. Juin 2026. Une étude d'opinion tombe comme un pavé dans la mare. 62% des Français valident sans hésitation la méthode Lecornu et pas juste timidement. Mais le plus étonnant, c'est ce chiffre venu de l'intérieur même de la forteresse RN 34%. De leurs propres électeurs réclament un parti plus utile, plus positif, moins braillard. Un véritable coup de tonnerre dans le paysage politique. Les plaques tectoniques venaient de bouger. Septembre 2026, le scénario que personne n'avait vu venir. Lors d'un déplacement officiel, Lecornu a échappé de peu à une attaque physique. L'auteur, un activiste radical aux accointances flagrantes avec la mouvance RN. En un éclair, l'incident a pris une tournure explosive. Cette agression aurait pu, à elle seule, balayer d'un revers définitif ce qu'il restait de crédibilité à Marine Le Pen. Et pourtant, face aux micros et aux caméras, dans un silence quasi religieux, Lecornu a choisi une posture inattendue. Je ne permettrai pas, sous aucun prétexte, que cette faute individuelle soit attribuée au Rassemblement national dans son ensemble. Une phrase livrée avec gravité pesée comme un verdict qui en a surpris plus d'un. Dans une société républicaine digne de ce nom, toute forme de violence politique mérite d'être condamnée sans appel. Mais généraliser la faute d'un seul extrémiste à un mouvement tout entier serait une faute morale d'une ampleur similaire. Cette posture rare, pleine d'élévation, a littéralement sidéré l'opinion publique. Contre toute attente, Marine Le Pen a dû pour la première fois déposer les armes verbales. Je tiens à exprimer ma reconnaissance au Premier ministre pour sa hauteur de vue. Jamais auparavant son ton n'avait été aussi désarmé. Et puis en octobre 2026, ce que personne n'aurait osé imaginer se produisit, elle apposa son vote en faveur d'un amendement gouvernemental signé Lecornu. Un geste lourd de sens, elle venait d'admettre sans l'avouer que le réflexe de l'opposition systématique avait atteint ses limites. Le mois suivant, lors des commémorations solennelles du 11 novembre à l'Arc de Triomphe, un simple geste capté par toutes les caméras, une poignée de main, a scellé ce changement d'air. « Vous avez remporté ce duel politique », souffla-t-elle presque résignée. « Ce n'était pas un duel, madame. Il s'agit de la France, pas d'un ring. »« Justement, c'est pour ça que vous avez gagné. » Ce court échange furtif mais chargé d'histoire sonnait comme un point final à tout un chapitre de la vie politique française. Un an jour pour jour, après ces inoubliables 47 secondes qui ont fait basculer la scène politique française, le paysage institutionnel n'est plus du tout le même. Lecornu, loin de s'essouffler, s'impose avec une autorité renforcée. À l'inverse, Marine Le Pen, jadis figure inébranlable, voit son influence s'éroder même parmi ses troupes les plus fidèles. Le débat public s'est métamorphosé place aux arguments solides, adieu aux envolées purement émotionnelles ou aux slogans faciles. À Sciences Po, les amphithéâtres bourdonnent autour de ce qu'on appelle désormais l'instant Lecornu. On y dissèque avec rigueur comment démystifier le populisme en s'appuyant sur des données précises. Par quel art maîtriser ses nerfs quand l'adversaire tente de vous faire dérailler? Et surtout, comment retourner avec élégance un piège pour qu'il explose entre les mains de celui qui l'a tendu, Marine Le Pen, quant à elle a encaissé une gifle politique aussi cuisante que nécessaire. Elle a découvert à ses dépens qu'en politique, l'orgueil a une date de péremption et que s'opposer par réflexe sans discernement finit toujours par épuiser même les plus fervents partisans. Dans un moment de franchise rare glissé à voix basse lors d'une réunion confidentielle, avec ses fidèles, elle aurait murmuré avec amertume « Lecornu m'a administré la leçon la plus percutante de toute ma vie politique. Il m'a tendu un miroir impitoyable dans lequel j'ai reconnu le reflet exact de ce que j'ai juré de combattre depuis mes débuts. » Ok, et dire que tout ce bouleversement monumental de la scène politique française a germé à partir d'une seule phrase tranchante comme une lame 23 mots, pas un de trop délivré,
en 47 secondes millimétrées. Une véritable secousse sismique institutionnelle. Mais ce n'était que le début. Au fil des mois qui ont suivi cette joute verbale historique, quelque chose de bien plus profond s'est fissuré dans l'inconscient collectif politique. Ce n'est pas uniquement Marine Le Pen qui a été mise en échec ce jour-là, c'est tout un mode opératoire, une grammaire politique reposant sur la peur instrumentalisée, le pathos surjoué et les demi-vérités récitées qui s'est retrouvée brutalement mise à nu et vidée de sa substance devant la nation tout entière. Les cercles d'analyse politique en France ont vite baptisé cette séquence historique le choc le cornu, un jalon décisif dans le roman contemporain de la Veuve République. On en débat dans les colloques, on en fait des mémoires de master, des essais politiques en pagaille, on retrace chaque détail. Les chaînes de télévision y consacrent des documentaires entiers disséquant la scène seconde par seconde, comme on étudie une opération chirurgicale d'élite. Ce qui captive particulièrement les experts, ce n'est pas la répartie elle-même, mais le niveau de préparation glaciale derrière. Là où l'opinion publique croyait assister à un accès de sang-froid soudain, les spécialistes ont révélé une chorégraphie stratégique peaufinée dans l'ombre exécutée au millimètre, une démonstration de maîtrise politique à froid, du grand art. Dans un ouvrage paru un semestre après la fameuse confrontation Claire Dubois, l'architecte de l'ombre derrière la riposte de Lecornu, a levé le voile sur les coulisses d'une préparation millimétrée. Chaque hypothèse avait été soigneusement envisagée, confie-t-elle dans ses mémoires. Nous connaissions par cœur le script de Marine Le Pen. Chaque réplique, chaque attaque prévue avait déjà sa contrepartie rédigée. Mais surtout, nous avons pris une décision stratégique majeure, ne pas rester sur la défensive. Nous avons choisi d'inverser les rôles de riposter, mais pas à coup d'émotion ou d'indignation. Non avec des faits qui tranchent comme des lames. Cette divulgation a allumé un véritable brasier dans les cercles politiques hexagonaux. Tandis que certains dénonçaient une mise en scène calculée flirtant avec le cynisme d'autres, applaudissaient l'art de gouverner avec méthode et sang-froid. Les critiques fusaient, mais un point restait incontestable, les effets étaient tangibles. Depuis cet échange électrisant, la cote de popularité de Lecornu et de son équipe n'a fait que grimper. Des projets de loi autrefois voués à l'hostilité traversaient désormais l'Assemblée sans encombre. Plus surprenant encore, certains élus du RN eux-mêmes commençaient, ici et là, à apporter leur voix aux mesures gouvernementales sur des sujets ciblés. De son côté, Marine Le Pen entamait ce que beaucoup ont qualifié de traversée du désert post-déroute, effacée presque totalement des radars médiatiques pendant de longues semaines. Elle n'apparaissait qu'à de très rares occasions, s'exprimant avec une retenue inhabituelle à 1000 lieues de ses sorties tonitruantes et de ses envolées belliqueuses habituelles. Au sein du Rassemblement national, l'atmosphère devenait électrique, les tensions de moins en moins contenues. Jordan Bardella, le président du parti à la jeunesse prometteuse, occupait peu à peu tout l'espace médiatique. Pour certains, il n'était plus seulement l'avenir du mouvement, il était déjà en train d'en devenir le visage, celui qui prendrait la relève, lorsque Marine se résoudrait enfin à quitter la scène. Les 50 députés qui avaient choisi de ne pas prendre part au vote de confiance se sont rapidement mués en un courant interne officieux bien décidé à secouer la vieille mécanique du RN. Selon eux, persister dans une opposition automatique était une impasse stratégique. Il était temps, clamaient-ils, de troquer les cris contre des idées, la critique vide, contre des propositions solides. Puis en décembre 2026, à Nice, lors du grand congrès annuel du parti, les fissures ont cessé d'être discrètes, elles ont explosé au grand jour. Pour la première fois depuis la fondation du mouvement, Marine Le Pen a vu sa ligne politique frontalement remise en cause. Et ce n'est pas un vétéran qui a allumé la mèche, mais un jeune élu de la génération 2022 qui, sans trembler, a pris la parole depuis la tribune pour la défier ouvertement. « Madame Le Pen !» lança-t-il avec un aplomb rare dans une salle médusée. « Votre engagement pour ce mouvement force le respect, nul ne le nie. Mais soyons lucides, la voie que nous suivons s'épuise. Les Français n'attendent plus des refrains martelés, mais des réponses concrètes. Ils réclament du solide pas des ruines. Si nous persistons à marcher dans les mêmes ornières, c'est notre crédibilité elle-même qui s'effondrera.
Le silence dense comme du plomb avait enveloppé l'Assemblée. Une telle remise en question en public n'avait jamais été tolérée dans les murs du RN. Et pourtant, contre toute attente, Marine Le Pen ne s'était pas levée pour le recadrer. Elle avait simplement écouté immobile, le regard figé. Puis, à la stupéfaction générale, elle s'était levée pour intervenir. Non pas pour fustiger, mais pour concéder en partie le fond du propos. « Peut-être bien que vous touchez juste », avait-elle murmuré d'un ton las. « Peut-être qu'il est temps d'admettre que l'époque nous dépasse et que notre discours doit évoluer avec elle. » Ce fut un véritable séisme dans l'univers politique hexagonal. Une onde de choc. L'aveu de Marine Le Pen avait provoqué un bouleversement médiatique sans précédent. On parlait déjà dans les rédactions d'un virage inédit pour le RN. Certains commentateurs glissaient à demi-mot l'hypothèse d'un retrait planifié de la scène pour l'icône du parti. Tandis que ces rumeurs enflèrent de son côté, Sébastien Lecornu, imperturbable, consolidait sa stature avec une rigueur presque chirurgicale. Et en janvier 2027, lors de l'allocution présidentielle de début d'année, Emmanuel Macron lui-même brisa le silence d'un hommage appuyé. Ce que Sébastien Lecornu a prouvé, c'est qu'on peut gouverner sans hausser le ton, convaincre sans heurter. Il a démontré qu'un débat peut être gagné à la force des idées et pas par le vacarme des invectives. Cependant, ce coup de chapeau venu du sommet de l'État n'était pas sans conséquence pour Lecornu. En voulant l'encenser, Macron a peut-être, sans le vouloir, allumé une mèche qu'il peinera à éteindre. Car à mesure que les éloges s'accumulaient, l'ombre du Premier ministre s'allongeait dangereusement sur celle du président. Dans les enquêtes d'opinion, les courbes de confiance se croisaient lentement, mais sûrement les Français se montraient plus enclins à miser sur Lecornu que sur celui qui l'avait nommé. De quoi raviver les tensions, jamais bien loin, entre les murs feutrés de l'Élysée et ceux de Matignon. Très vite, les murmures se sont faits persistants. Dans les rédactions, Macron songerait à se séparer de son Premier ministre désormais trop brillant, trop apprécié, trop présidentiable. Conscient du terrain glissant sur lequel il évoluait, Lecornu opta pour une approche d'une finesse stratégique redoutable. À chaque prise de parole, il n'oubliait jamais de rappeler son indéfectible loyauté envers Emmanuel Macron, répétant qu'il n'agissait qu'en tant que serviteur de la ligne présidentielle. Aucune phrase déplacée, aucun mot susceptible d'alimenter les fantasmes d'une ambition cachée. Et pourtant, c'est précisément cette humilité bien calculée, cette discipline exemplaire qui finit par asseoir davantage encore son autorité. À force de ne pas vouloir briller, il en devenait éclatant. Mars 2027 a réservé une surprise de taille. À Bruxelles, lors d'un sommet européen qui s'annonçait pourtant routinier, Lecornu a renversé tous les pronostics. Face à ses homologues européens, il a non seulement défendu bec et ongles les intérêts français, mais il a aussi arraché des concessions majeures sur plusieurs volets économiques. Une prouesse diplomatique qui a déclenché une salve d'applaudissements de toutes parts, y compris, fait rarissime, des bancs de l'opposition. Le coup de grâce médiatique, sa photo en une du Time, barré du titre évocateur « Le nouveau visage de la politique française ». Le portrait dithyrambique qui suivait dressait celui d'un dirigeant alliant finesse tactique, audace assumée et droiture sans tache, un cocktail devenu presque mythologique dans les sphères politiques d'aujourd'hui. Avec cette reconnaissance venue de l'international, la stature de Lecornu n'a fait que gagner en solidité sur le sol national. Les courbes de sondage se sont envolées à des hauteurs rarement atteintes par un chef de gouvernement, 67% d'opinion favorable. Fait notable même au sein des sympathisants de la droite dure et de l'extrême, sa popularité frôlait des sommets. Marine Le Pen, qui suivait cette progression avec un regard teinté à parts égales de frustration et d'admiration, a lâché une phrase inattendue lors d'une interview en avril. « Il reste un adversaire politique », a-t-elle déclaré. Mais je dois bien admettre qu'il a bouleversé les codes de notre vie politique. Il a prouvé qu'on pouvait obtenir des résultats sans sombrer dans la facilité populiste. Et cette leçon, nous serions bien inspirés de la retenir. Ce qu'a exprimé publiquement Marine Le Pen ce jour-là n'était pas une simple phrase, c'était une bascule. Une sorte de scellé symbolique posé sur un moment qui, avec le recul, n'apparaît plus du tout comme une simple passe d'armes parlementaire, mais bien comme le point de bascule vers un nouveau chapitre de la politique française.
Aujourd'hui, les spécialistes de la Veuve République évoquent sans hésiter ce fameux 15 janvier 2026, aux côtés d'étapes majeures comme le discours de Bayeux du général de Gaulle ou la dissolution opérée par Jacques Chirac. Et pourtant, au-delà de toute cette littérature politique, un autre aspect éclipse les analyses la dimension profondément humaine du récit, l'histoire d'un homme de 39 ans aux origines modestes, qui n'a pas scié face à une icône politique installée depuis des lustres. Un homme qui a fait le choix du calme au lieu du vacarme de la vérité, au lieu de la facilité des faits vérifiables, plutôt que des attaques personnelles. Un homme qui a préféré la hauteur au buzz, et c'est peut-être cela le vrai tournant, et peut-être que c'est là, au fond, ce que l'on retiendra vraiment de l'instant Le Cornu. Non pas un simple exercice de stratégie politicienne ou un coup de maître en communication, mais une authentique démonstration de courage moral, de droiture et de foi en la force tranquille de la vérité dans l'arène publique. Aujourd'hui, dans les amphis des facultés ou les classes du KS de terminale, quand on discute de la démocratie et de ses défis, nombreux sont les jeunes qui évoquent cet épisode marquant. Pas parce qu'ils adhèrent aveuglément à tous les choix de Le Cornu, mais parce que sa manière de faire, sa posture, cette volonté farouche de ne jamais tomber dans la facilité populiste les inspire. Une inspiration rare mais précieuse. Peut-être est-ce là, au fond, ce que ces 47 secondes laissent que derrière elles de plus précieux, non pas un succès politique éphémère, mais une métamorphose en profondeur du paysage républicain français. Un souffle nouveau vers les racines du débat démocratique, là où prime la rigueur intellectuelle, le respect mutuel et la fidélité aux faits. Et pourtant, tout est né d'une décision aussi simple qu'audacieuse, celle de ne pas céder à la peur, celle d'oser dire ce qui est vrai, celle de croire sincèrement que le peuple français mérite mieux que les illusions creuses et les raccourcis émotionnels. En moins d'une minute, le pays a découvert qu'en politique comme dans la vie, l'honnêteté et le courage peuvent faire plier la lâcheté et la supercherie. Une vérité qui sans nul doute laissera une empreinte durable dans les annales de la République.